On se tente le podcast, Vincent se lève. Incroyable. Les profs d'université, c'est des astuces de tout croche, pareil. Ils peuvent bien mettre des patchs, le veston. C'est son enfer. T'as-tu fini de te plaindre? Hey man, t'es le gars qui travaille le moins dans la gang ici. Je veux dire, le gros de ta job, c'est de lire des livres. T'es même pas capable d'arriver à l'heure au podcast. Come on. Come on, man. Moi, je suis dans ma période réelle. Je travaille comme un Christine Mongol. Je travaille 7 jours sur 7, puis je suis à l'heure. C'est drôle. Cry me a river. Bon, fait que, on y va, on va décoller ce podcast-là si on veut le finir un jour. Puis, ben merci de nous suivre, sérieusement. On est rendu à 1600, puis on approche tout près de 1700 auditeurs réguliers. Fait que ça va super bien. C'est vraiment surprenant sur les plateformes de podcasting, comment les gens ils vont vraiment partir du début. Ce qu'on voit, là, c'est que c'est vraiment pas la même chose sur YouTube que sur les plateformes de podcast. Les gens sur les plateformes de podcast prennent le premier épisode où est-ce qu'on fait juste parler de Vincent Geloso. Fait que là, il doit y avoir 50% du monde qui arrête d'écouter le podcast et n'écoute plus jamais. Fait que là, on pourrait peut-être changer notre premier épisode. Mais peu importe. Mais après ça, puis là, ils écoutent un par un jusqu'au bout. Puis sur YouTube, ben, ils prennent ça, ça va comme je te pousse. Pay as you go, on prend le podcast, puis boum, quand il passe, on l'écoute. Fait que c'est vraiment, on a moins d'auditeurs réguliers sur YouTube, mais plus une grande diversité. Puis sur les plateformes de podcasting, c'est des gens très, très, très fidèles qui écoutent plus qu'un podcast, ce qui est quand même surprenant, parce que j'étais vraiment pas au courant qu'on disait des choses si intelligentes que ça. Ouais, c'est rien, Yann, il y a du monde qui les écoute plus qu'une fois. Moi, ça, je trouve quand même ça. Ça, pour moi, c'est quand même une révélation. Là. Parce que ça fait quelques-uns qui me l'ont dit. Là, ben, des fois, j'écoute, mais je suis comme distrait, je fais d'autres choses. Fait que là, je le réécoute une deuxième fois pour être bien sûr d'avoir compris. Ah, c'est pas peu. Là, on a un beau set. Une bonne motivation. J'espère qu'ils ne le regardent pas 2 fois en vidéo, par exemple, parce que ça, c'est se faire violence quand même assez solide. Là, c'est du fun. On est encore dans un beau setup aujourd'hui. Vincent est à la maison, donc on peut utiliser une plateforme un petit peu plus performante pour vous faire un bon visuel, les gens qui sont sur YouTube. On n'est pas sur l'Internet de soviétique de la George Mason University aujourd'hui. Fait qu'on en profite tant qu'on peut. On va peut-être faire une levée de fonds prochainement pour payer un Internet qui a du bon sens, Vincent. Là, on y pense. Ça, c'est à venir dans les prochaines semaines, peut-être. De quoi tu me parles cette semaine, mon cher Vincent? De quoi tu veux que je te parle? Ben, il y a plein de choses. Là. Écoute, c'était quand même une semaine assez loadée qu'il y a eu. C'était assez... En fait, je pense que dans le chat, quand on se parlait, je pense qu'on a lancé 3-4 sujets directement ou indirectement. C'est sûr que le plus gros, c'est... Honnêtement, c'est la vitesse à laquelle il y a des gens qui trouvent que l'idée de charger une contribution santé pour des comportements à risque de certaines personnes. Mettons de côté la question de si oui ou non les gens qui sont non vaccinés sont anti-vax pour vrai. Je pense vraiment qu'il y a probablement une partie de ces gens-là que c'est probablement du monde qui n'ont pas accès au vaccin. Donc, soit des gens qui sont, par exemple, des sans-abri ou des gens dans des communautés plus isolées, de telle sorte que le coût en termes de temps pour eux d'aller prendre le vaccin est plus élevé, ou que ça vaut juste pas la peine si tu es dans une communauté vraiment petite dans le fin fond du Québec. Donc, il y a ça. Mettons ça de côté. L'idée que, disons, la minorité qui est vraiment anti-vax, qui sont... volontairement anti-vax, là, qui veulent rien savoir pour vrai. Là. Que pour eux, c'est une question de principe, à peu près la même quantité, les principes de la même substance que ceux que Patrick Lagacé tient. C'est que... Il fallait bien que j'en passe une petite rapide sur l'agacé. Mais je trouve ça drôle comment ceux qui défendent ça maintenant pour les anti-vax sont... Quand moi, je dis, ben, c'est peut-être une bonne idée que les gens qui fument ou qui boivent beaucoup ou qui se mangent beaucoup
ait des primes d'assurance santé plus élevées si on était dans un marché privé avec de la concurrence puis de la modulation des primes à charger en fonction des risques et des comportements. À toutes les fois qu'on dit des affaires de même, on est des débiles, apparemment. Ouais. Oui, en fait, on est en dehors de la fenêtre. On est complètement en dehors de la fenêtre d'Overton pour dire puis on comprend vraiment pas là, les principes fondamentaux de l'universalité. Là, non, tout le monde a accès. Là, t'es comme, OK, c'est drôle, là, vous autres, vous venez comme de découvrir que quelqu'un peut payer les coûts réels de ses choix de vie. Comme par hasard, là, ça vient d'arriver. Un ticket modérateur, ça peut être une bonne idée. Bon, c'est sûr que je pense pas que c'est un ticket modérateur. La manière dont c'est présenté, c'est pas... La manière dont ils veulent formuler les modalités, je pense pas que ça va rentrer là-dedans. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que c'est comme une surprime que tu aurais à payer sur tes impôts si tu ne mets pas une preuve vaccinale, genre avec tes impôts. Dans un tel cas, c'est que ce n'est pas un ticket modérateur, c'est une taxe sur un mauvais comportement. Ouais. Même si c'est en lien avec que le but, c'est que tu payes pour une partie de l'argent. Ça fonctionne comme un prix. Là. En pratique, pour un économiste, ça fonctionne exactement comme un prix, mais ça ne viole pas la loi canadienne sur la santé parce que ça ne sera pas en fonction de l'usage que tu fais ou si oui ou non tu te présentes à l'hôpital pour consommer. Donc, ça n'a pas l'air d'être une violation de la loi canadienne sur la santé. Une fois que ça c'est dit, encore une fois, je suis très content de l'idée que certaines personnes ont d'avoir des mécanismes comme ceux que le marché déploie normalement lorsqu'il y a du privé qui s'implique, que c'est une bonne idée de faire ça. Je suis absolument d'accord avec ça. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est moi, j'attends juste ça, moi. Moi, je veux juste qu'on soit un petit peu plus généreux et qu'on étende la chose à plus de domaines, disons. L'âge? Ben, non, juste en général. Je dis pas juste l'âge. L'âge. Je suis d'accord avec l'âge. Mon nom, c'était pas non à l'âge. Non, pas juste ça. Oh non, c'est ça. Mais on va commencer par l'âge. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, la tarification des soins de santé en fonction de l'âge des personnes et non pas en fonction des revenus. Vie. Un peu comme l'assurance vie. Ouais, j'ai entendu parler de ça, de l'assurance vie. Mais pour vrai, ici, malgré, puis là, je suis aux États-Unis, là, pour ceux qui oublient, c'est vraiment, le système de santé américain a vraiment des gros défauts à cause d'un paquet de réglementations étranges. Puis c'est byzantin, le cadre réglementaire, le mélange de public-privé. Mais malgré tout, les Américains... Mais 65 ans et plus, ça, c'est le même système que nous autres. Le Medicare, c'est public comme nous autres. Oui, effectivement. Mais aux États-Unis, il y a quand même quelque chose d'important à noter, c'est que les Américains dépensent, oui, plus que nous en termes de pourcentage du revenu national, mais les résultats qu'ils ont sont vraiment incroyablement supérieurs. Les taux de survie, par exemple, après 5 ans, à plusieurs taux de cancer, beaucoup plus élevés aux États-Unis. Donc, 5 ans après le diagnostic, les taux de survie sont à peu près... Par exemple, cancer du pancréas, qui est le plus violent des cancers, 5%. Germain Bézil, de qui on a parlé il y a quelques temps, c'était une des personnes qui est morte du cancer du pancréas. 5% des gens qui ont le cancer du pancréas au Québec survivent plus de 5 ans. Aux États-Unis, c'est 18%. Oh. Je dis ça de même, là, c'est-à-dire que... C'est une méchante coche de survie. La dernière fois que j'avais vu le chiffre, puis c'était des chiffres de 2008-2009, donc je suis sûr que ça a changé depuis, parce que les chiffres que je les avais, c'est dans le temps du débat sur Obamacare. Aux États-Unis, sujet par sujet, les Américains performent mieux. Puis par exemple, je me souviens, j'avais eu ce débat-là, puis ça, je vais le mentionner parce qu'on est là-dessus, puis c'est pour dire à quel point un système privé peut bien fonctionner, juste quand tu regardes dans l'agrégat. Les gens de gauche au Québec aiment ça souligner que les États-Unis ont une espérance de vie à la naissance plus basse que genre nous. Mais l'affaire, c'est que ce qu'ils notent pas, c'est que les Américains ont trois choses que nous, on n'a pas. Un, ils conduisent beaucoup plus que nous. Donc, le millage moyen aux États-Unis par personne est beaucoup plus élevé. Le taux d'homicide aux États-Unis... l'avion, ça n'affecte pas tant que je t'avais de dire, parce qu'il y a très peu de fatalité en avion. Mais les accidents de la route... T'en as beaucoup. Ça, aux États-Unis. Gardons une chose en tête aussi, c'est que quand tu décèdes à 30 ans, sur les chiffres d'espérance de vie, ça a un méga impact parce que c'est 50 ans avant la moyenne. Alors que quelqu'un qui décède à 75 ans, l'impact sur l'espérance de vie est beaucoup plus faible. C'est vraiment... c'est pour ça que bien souvent dans des pays, là, quand on dit l'espérance de vie est à 45 ans ou à 50 ans ou à 60 ans, la principale chose qui fait que le chiffre s'améliore très vite, généralement, c'est juste la mortalité infantile, des fois. Tu as eu des longues périodes d'histoire humaine où
l'espérance de vie à la naissance augmentait sans cesse, mais tu prenais l'espérance de vie, disons, rendue à 20 ans. 50 ans, ça restait assez stable pendant une longue période. En fait, l'espérance de vie à 20, 30, 40, 50, 60 ans commence vraiment à augmenter à partir des années 20 lorsqu'il y a beaucoup de progrès dans le domaine pharmaceutique. Donc, c'est là que tu commences à avoir des augmentations dans l'espérance de vie à des âges plus avancés. Les premiers gains, c'est vraiment fait chez la mortalité infantile. Mais les Américains, ils ont 3 choses. Donc, tu as les accidents de la route, puis c'est généralement des jeunes qui meurent sur la route. Ce n'est pas des gens âgés qui meurent sur la route. Généralement, c'est des jeunes qui ne savent pas conduire. Puis qui conduisent plus violemment ou qui ont des comportements plus à risque en moyenne. Deuxième groupe, c'est les homicides. Donc, les homicides aux États-Unis sont beaucoup plus élevés que dans d'autres pays de l'OCDE. C'est pas Encore chez les jeunes. Généralement aussi chez des jeunes. Donc, si tu regardes la distribution, en fait, tu as juste regardé la distribution des gens qui se retrouvent en prison pour avoir commis des meurtres. Généralement, ceux qui se retrouvent en prison pour avoir commis des meurtres, c'est généralement des jeunes hommes. Donc, qui ont probablement tué des jeunes hommes eux-mêmes. Eux autres aussi ayant tué des jeunes hommes. Après ça, le troisième cause, c'est les overdoses de drogue. Les États-Unis ont vraiment de la surconsommation de ça touche les jeunes encore beaucoup. Encore les jeunes. Fait que c'est pas juste parce qu'ils sont gros, Vincent, puis qu'ils mangent du Burger King? Ben, même si tu enlèves les 3 que je viens de mentionner, donc tu recalcules ce qu'on appelle les tables de vie, donc les life tables. Je ne sais pas c'est quoi en français, j'oublie tout le temps, mais c'est-tu table de mortalité? Table de mortalité, c'est ça que je cherchais en français. En anglais, c'est life tables. Tu recalcules ça, mais tu enlèves les décès de ces gens-là en fonction des âges qu'on a dans les causes de décès. Les États-Unis passent la comme 23e place dans le monde à la première. Pourquoi j'enlèverais ces 3-là? Certaines personnes diraient « Ah, c'est pas juste, tu as triché les chiffres. » Oui, mais c'est 3 affaires qui n'ont aucun lien avec les soins de santé. Exact. Les homicides n'ont aucun lien avec les soins de santé. Si je tire quelqu'un dans la tête, un médecin, le meilleur médecin au monde, ne peut pas vraiment faire grand-chose à ce sujet-là. Au même titre que si mon char se retrouve en porte-à-faux avec un 18 roues, ben je m'excuse, le médecin ne peut pas faire grand-chose non plus. On pourrait anticiper que si les États-Unis parviendraient un jour à régler ces problèmes-là, par exemple, il y aurait une augmentation d'espérance de vie très, très, très rapide et ils pourraient rester aussi gros et manger autant de Burger King qu'ils font présentement. Mais c'est vrai, hein, les Canadiens, on est persuadés dans notre tête, c'est à cause du Burger King qu'ils ont une espérance de vie plus faible que la nôtre, alors que ces raisons-là que tu viens de donner, ça n'a aucun lien, pantoute, avec la santé. Et puis ça, c'est tellement de la bullshit en plus, parce que j'ai lu un article il y a quand même pas si longtemps que ça, il faudrait que je retrouve la référence, là, mais ça disait que, tu sais, on a dans notre mythe un peu qu'en Amérique, tout le monde mange de la merde, puis en Europe, tout le monde mange de la grande et bonne cuisine. C'est le régime méditerranéen. Oui, méditerranéen, puis c'est pour ça que là-bas, il n'y a pas de gens gros. Puis toi, et dans l'article, ça expliquait que le pays au monde où on mange le plus de fast-food, c'est la France. En termes de, tu sais, par habitant, là, puis notamment, entre autres, depuis les vagues successives d'immigration qu'il y a eu, tout ce qui est shish taouk, ces trucs-là, c'est excessivement populaire. Les gens mangent dans plusieurs cas, plusieurs fois par semaine. Mais bref, je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, ça, c'est un autre mythe. Là. Je veux dire, ici on mange ça, bien, mais ailleurs, tout le monde mange du McDo à tous les jours. Là, si tu me demandes quel pays dans le monde mange le plus de fast-food, c'est sûr que c'est pas la France qui vient premier dans ma tête. Je veux dire, la France, c'est la place de la fine cuisine. Je veux dire, leurs arrêts routiers. J'ai écouté une série sur Netflix, c'était vraiment cool, qui était un genre de road trip qui était fait en France dans des autos françaises. Ils sont vraiment pourris, les autos françaises, c'est hallucinant. Citroën, c'est vraiment une compagnie bizarre, une petite parenthèse. Mais les haltes routières là-bas, c'est genre, c'est un dinner plan avec du vin et tout. Là. De mémoire, ça parlait de ça parce que c'était à propos des chaînes PFK, qui sont en train de fermer beaucoup au Canada, puis tout ça. Puis il disait qu'une place où ça va très bien, paradoxalement, pour PFK, c'est en France. Il en ouvre un peu partout. Puis il était là, ben oui, mais la France, c'est un excellent territoire pour la restauration rapide. Les gens adorent ça. Puis, c'est quoi qui est le mieux avec du PFK? Un Cabernet Sauvignon ou un petit rosé? Hey, attends une seconde. J'essaie de voir, parce que tu as dit ça, je veux voir. Je suis en train de googler fast food restaurant per capita dans tous les pays du monde. J'ai juste trouvé McDonald's maintenant. Je n'ai pas trouvé quelque chose sur les autres. Mais étrangement, ça ne me surprend pas parce que je me souviens, juste quand tu vas à Paris, puis tu compares, disons, Paris à New York pour essayer de garder les comparables. À Paris, je me souviens du nombre de commerçants sur la rue qui vendaient des crêpes faites sur la rue,
des sandwichs de rue, plein de fast-food joints, mais de rue, de la bouffe de rue. C'est cool, la bouffe Et de je rue. compare ça avec New York. La densité à Paris était plus élevée qu'à New York. Mais à Je New me York, souviens, l'affaire de permis, je pense, qui est hallucinante pour la bouffe de rue. Là. Je veux dire, ils se battent quasiment pour avoir des places puis des choses comme ça. Là. J'ai vu une couple de reportages par rapport à ça, mais c'est quand même assez réglementé. Puis c'est borderline mafioso un peu, là, ce qui se passe à New York pour la bouffe de rue. Ouais, ben, il y a plein de... Écoute, j'avais écrit... Surprenant. Là, finissons le truc, puis tu me donnes le goût de parler de... On peut faire un segue après sur Non, les restaurants. Ah, non, mais juste finir sur les soins de santé. C'est vraiment impressionnant comment les gens ne réalisent pas à quel point le système de santé américain est vraiment, mais vraiment performant. En dépit de tous les problèmes qu'il y a, il est hyper performant. Puis là, regarde, je viens de trouver la chose que je voulais. C'était l'étude sur les taux de survie au cancer. Donc, taux de survie relatif sur 5 ans. États-Unis, pour le cancer colorectal, les États-Unis, puis ça, c'est des données de 2010. Donc, États-Unis, le taux de survie après 5 ans, cancer colorectal, 59%. Celui juste après, c'est le Japon, juste comme une fraction derrière. Ensuite, tu as la France à 58, l'Australie à 57, le Canada à 57. Là, ça déboule rapidement. Suède, 54, Espagne, 53, Royaume-Uni, 43. Royaume-Uni, c'est vraiment bas. Un autre système de santé public comme le Canadien, by the way. Oui. Taux de survie au cancer du sein, États-Unis, 85, Canada, 82. Après ça, tu descends vite, genre Espagne, 77, Allemagne, 75, Royaume-Uni, 69. Cancer de la prostate, que tu devrais juste pas mourir rapidement de ça, là, parce que c'est le cancer comme qui est le plus ridiculement pas problématique. Il y a beaucoup d'hommes qui vont en mourir, mais c'est parce qu'on pourrait les classer comme morts de vieillesse plus que d'autres choses. Là. Parce qu'il y a des gens qui... Parce qu'à 84 ans, ils vont prendre la décision de juste pas le traiter, par exemple, ou des choses comme ça. Oui, parce que c'est pas facile à traiter, mais c'est pas un cancer. De ce que j'ai compris, c'est pas le cancer le plus virulent. Taux de survie après 5 ans aux États-Unis, 92%. 92%. Ouais. Puis là, tu regardes d'autres pays développés comme le Japon, le Royaume-Uni et l'Espagne. Japon, 50%. Royaume-Uni, 51%. Espagne, 61%. Italie, 65%. Suède, 66%. France, 74%. Allemagne, 76%. Mais tu sais, les gens ne réalisent pas à quel point le système de santé américain, en dépit de toutes ses failles, est vraiment performant. Ouais, là, ça, on va arrêter avec ça. Je peux tout t'arrêter avec les failles parce que je l'ai étudié. J'ai pris une drôle de track avec les cours en actuariat de mon côté. J'avais choisi pour faire l'assurance collective quand j'ai fait mon fellowship avec la Society of Actuaries. Puis je me suis ramassé finalement à étudier à fond de train le système de santé américain dans ces affaires-là. Puis, tu sais, à un moment donné, tu finis par comprendre une chose avec un système de santé. C'est comme un triangle que tu as 3 choses qui sont vraiment importantes. La qualité des soins, l'accessibilité des soins, puis le coût des soins. Puis c'est impossible d'avoir un système qui est extrêmement performant sur les 3 aspects. Dans le sens que, à toutes les fois que tu tires un peu plus pour améliorer tes scores d'un côté du triangle, tu viens sacrifier quelque chose de l'autre côté un peu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, si tu veux augmenter énormément la qualité des soins, ce qu'on a tendance à faire beaucoup aux États-Unis, ben, tu te ramasses dans une situation où est-ce que le côté de coût des soins, ben, il augmente assez rapidement. La beauté de la chose, c'est que c'est quand il y a beaucoup de financement privé, donc à la limite, c'est quand même du financement qui est relativement volontaire. Ouais. Au Canada, ce qu'on a choisi de faire avec notre système de santé soviétique, c'est d'essayer de contrôler le coût des soins avec les listes d'attente, avec les entrées en médecine. Donc, on contrôle l'offre le plus possible en le mettant gratuit. Fait que l'accessibilité est le fun, est super dans le tapis. La qualité des soins, par contre, elle en souffre. Puis le coût des soins, ben, c'est lui qu'on essaie de contrôler. On ne veut pas qu'il soit trop élevé. Malgré tout, on réussit à l'avoir quand même très élevé quand même au Canada. Mais c'est quoi qui souffre de l'accessibilité et du contrôle des coûts? C'est la qualité. Mais aux États-Unis, les autres, ils ont fait le choix de favoriser la qualité, puis ça un petit peu au détriment de l'accessibilité, puis un petit peu au détriment des coûts également. Là. Mais c'est vraiment de même que ça marche. Là. C'est des trade-offs. Tu peux pas avoir... si vous voulez chercher le système de santé là, qui est vraiment parfait, là, qui va avoir extrême qualité, des coûts raisonnables, puis une accessibilité parfaite,
Ça n'existe pas. Ouais. Ça Ouais, existe pas. en même temps, ça fit pas mal avec ce qu'on sait du système de santé. Puis ça te montre à quel point il y a des gens qui ne prennent pas le temps de penser 2 secondes à des questions d'économie. Les soins de santé, là, c'est probablement la chose qui représente le plus clairement un bien de luxe. Puis je ne dis pas luxe dans le sens, c'est un luxe d'être en santé. C'est l'idée qu'en économie, un bien de luxe, si j'augmente ton revenu de 1%, tu vas augmenter tes dépenses sur ce bien-là de plus que 1%. Exact. Ouais. Fait que la santé, c'est comme l'exemple classique de ça. Puis on le voit au Québec, dans l'histoire du Québec, par exemple, avant les années 60, les Québécois dépensaient généralement sur quoi? Sur l'assurance vie, parce que tu ne pouvais pas te rendre au point où tes dépenses de soins de santé en vieil âge allaient vraiment être un problème. Fait que c'était mieux d'acheter une police d'assurance vie. Mais dans l'espace de 2 décennies, les Québécois ont acheté des polices d'assurance vie qui étaient beaucoup moins généreuses. Parce qu'ils se sont enrichis. Parce qu'ils se sont enrichis, mais ils ont substitué l'assurance vie pour le montant qui était dépensé sur l'assurance vie, a commencé à être dépensé sur de l'assurance santé en vraiment grande proportion. Puis, OK, tu regardes au Québec, disons, entre 45 et 60, le coût des chambres d'hôpitaux ont augmenté. Les frais, les primes ont augmenté, mais tu vois aussi que le volume d'achat de police en vigueur augmentait aussi, alors que le volume d'assurance vie baissait un tout petit peu. Puis ce que tu vois, c'est l'élasticité normale que tu t'attends sur la demande de soins de santé, que c'est quand tu t'enrichis que tu peux en consommer plus. Donc, quand les gens disent que les États-Unis, ils dépensent beaucoup sur la santé, puis leurs résultats ne sont pas super, bien, premièrement, les résultats sont bien meilleurs. Ils sont beaucoup meilleurs que ce qu'on réalise, parce que là, c'est ce qu'on a dit sur les accidents de la route, les homicides et les drug overdose. Mais aussi, le fait que les Américains dépensent autant, c'est parce qu'ils sont tellement riches que c'est sur ça qu'ils veulent dépenser. Maintenant, probablement qu'il y aurait des manières de baisser les coûts de plusieurs manières en faisant des déréglementations, des choses comme ça. Mais la réalité, ils sont innovateurs. Hein? Je vais donner des exemples. Puis ça date d'une quinzaine d'années que j'ai fait. Non, dizaine d'années que j'ai fait ces études-là. Mais tu sais, aux États-Unis, le gros de l'assurance, oublions Medicare, qui est un système public. Là. Vraiment, quand on parle de l'assurance qui est offerte par les employeurs, il y a été une séquence de temps qui était un peu comme nous autres, c'est du rémunération à l'acte pour les médecins et tout ça. À un moment donné, on dit, ouais, on va ajuster ça, parce que moi, dans le fond, si je suis un grand employeur, par exemple, j'ai 1000 employés, je vais essayer de trouver un HMO aux États-Unis qui va dire, je vais couvrir tes 100 employés, on va lui donner des services de soins. Ça va faire, paye-moi pas en fonction des procédures qu'on doit faire sur eux. Paye-moi en fonction un tarif fixe par personne. Puis moi, comme gestionnaire de santé, je vais soigner ton monde, mais je vais essayer de faire de la prévention aussi. Parce que s'ils ne viennent pas me voir, ça fait mon affaire, puis ça va faire ton affaire, puis ça fait l'affaire du patient également. Fait que se sont mis à investir vraiment à des méthodes de financement de la santé qui étaient en fonction des gens en santé et malades, mais en fonction du nombre de personnes qui étaient couvertes par un groupe, par exemple. La tarification était basée sur le groupe au complet. Puis de cette façon-là, donc c'est la démographie du groupe qui déterminait la prime. Sauf que à ce moment-là, la personne qui fait partie du groupe n'est pas vue comme un patient. Elle est vue comme un patient potentiel, mais elle est d'abord vue comme un revenu. Et ensuite, on veut minimiser les dépenses sur cette personne-là. Fait que le meilleur moyen de minimiser les dépenses, c'est qu'elle ne vienne jamais à l'hôpital. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle ne vienne jamais à l'hôpital? On va faire des tests de prévention de cholestérol en entreprise. On va faire des tests de prévention de prise de pression en entreprise. On va prendre des prises de sang d'une manière régulière, des rendez-vous réguliers avec des médecins de prévention. Fait que c'est toutes sortes de choses qui étaient faites qui faisaient en sorte que les gens se faisaient diagnostiquer des problèmes de santé beaucoup plus rapidement que d'attendre l'apparition d'un symptôme, par exemple. Puis ça avait des impacts qui étaient vraiment bénéfique, autant sur la tarification que sur la profitabilité du HMO, que sur la condition de vie des gens qui étaient les bénéficiaires de ces polices-là. Puis là, c'est des affaires que je pense, ça fait 15 ans que ça se passe de même aux États-Unis. C'est pas des affaires qui sont nouvelles. Oui. En plus, j'ajouterais quelque chose. La chose que les gens ne comprennent pas, c'est que la partie des États-Unis qui est vraiment problématique, c'est le fait que tu n'as plus de marché. Tu as juste un type de marché, celui de l'assurance collective. Ouais. Puis ça, c'est pas que l'assurance collective, c'est pas bon. C'est pas ça que je savais. C'est l'individuel qui fait défaut. C'est parce que, normalement, c'est parce que tu veux avoir non seulement une compétition entre les providers, mais aussi de la compétition dans le sens du type de format qui sont offerts aux consommateurs. Comme ça, les consommateurs
force les compagnies pas juste à se faire compétition sur les frais, mais sur la forme des polices. Mais aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils imposaient un contrôle des salaires, puis les salaires ne pouvaient pas augmenter. Mais les employeurs, leur problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas attirer des gens au taux de salaire contrôlé. Oui, évidemment. Et ils ont commencé à offrir quoi? Ils ont offert des polices d'assurance santé et ils ont demandé à ce que ça soit exempt de la composante masse salariale. Donc, ils n'avaient pas à payer. Si moi, je t'offrais 50, mon employé me coûte 50 000 $. Si je le paye 50 000 $ cash, ben, je suis taxé sur le 50 000. Mais si je le paye 40 000 cash et 10 000 en police d'assurance vie, ben, dans ce cas-là, je suis taxé uniquement sur le 40 000. Donc, j'ai intérêt à offrir un petit peu plus avec ce mécanisme-là, même si ça vaut moins aux yeux du travailleur. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, faisant cette exemption-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il n'y avait plus d'incitation et à travers le temps, ça s'est renforcé. Il y a eu des ajouts qui se sont faits. Le marché des polices privées, individuelles, excuse-moi, s'est fait évincer du marché. Mais par quel motif, excuse Yann, mais par quel motif le gouvernement est arrivé en disant bah là, les salaires, vous plafonnez ça, vous n'avez pas le droit de payer plus? La guerre. C'est quoi? Deuxième Guerre mondiale. Ben, OK, fine, mais si tu as les moyens de payer ton employé, je veux dire, c'est... Ce que tu voulais pas, l'autre chose aussi qu'ils ne voulaient pas faire, c'est que tu n'avais pas le droit. Il y avait des endroits, comme par exemple au Canada, dans l'industrie minière. Ça, le Canada aussi avait quelque chose de similaire. Je ne sais pas pour le cas des États-Unis en détail qu'est-ce qui s'est passé, mais par exemple, au Canada, tu n'avais pas le droit, dans l'industrie de l'or, de quitter ton emploi. Oui, parce qu'il y a plein de gars qui partaient à la guerre l'autre bord de l'océan. Fait que les entreprises étaient vulnérables, pénurie de personnel, si on veut utiliser le terme que Vincent n'aime pas. Fait que pour je ne suis ça arrive aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une pénurie, là, soyons honnêtes. Fait que dans le fond, ce que le gouvernement voulait essayer de faire, c'est de dire Christy, commencez pas à vous voler vos employés entre vous autres. Là. Je veux dire, on a pogné vos employés puis on les a envoyés l'autre bord de l'océan. Ouais, c'est ça, il y a juste nous autres qui a le droit de voler vos employés, là, quand même. Ouais, c'est un peu ça. Écoute ça. Fait que là, voici ce qui s'est passé au Canada, puis ça ressemble un peu à ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça vient d'un article dans Cliometrica d'un de mes amis, Carl Skosgad, et son co-auteur Robert Petrunia. Canadian gold mines during World War II experienced two different sets of labor policy. The first policy, enacted between 1939 and 1941, attempted to boost gold production by classifying gold as vital industry. This designation encouraged and later forced, right? Force est important, workers to accept positions in such vitals industry. Fait qu'en gros, les gens devaient accepter une job là-dedans. Ben, il faut quand même que tu leur produises des incitations, il faut quand même que tu les rémunères. Des distorsions de marché à l'état pur. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est des trucs de même que tu avais pendant la Deuxième Guerre. Non, les cas particuliers américains, il faudrait que je regarde exactement, mais l'histoire sur les polices d'assurance, c'est celle que je t'ai décrite dans l'aspect général. La mauvaise conception canadienne de la santé aux États-Unis est hallucinante. Dans le sens que dans la tête de tous les petits Québécois qui écoutent Richard Latendresse religieusement, ce qui était persuadé là, avant Obamacare, dans leur tête, là, c'était clair, les pauvres n'avaient pas accès à de l'assurance santé aux États-Unis. Alors qu'en réalité, c'est pas ça pantoute. Non. Parce que les personnes de 65 ans et plus étaient sur Medicare, les pauvres étaient sur Medicaid, un régime d'État, et les travailleurs autonomes, souvent, c'était eux qui n'étaient pas assurés. C'est-tu des pauvres, les travailleurs autonomes? Puis les étudiants. Puis les étudiants. Généralement, en fait, tu avais ça qui se passait. Ceux qui ne s'assuraient pas, c'est ceux qui ne voulaient pas s'assurer. Un étudiant, t'es Superman, man, quand tu as 18 ans. Je veux dire, tu penses que tu n'as pas besoin d'assurance santé. Là. Surtout aussi que, techniquement, je ne vais pas être plate, là, mais s'il t'arrive un choc, le problème souvent d'un système comme ça, c'est que si t'arrive un choc quand tu es vieux, il n'y a personne qui va vouloir te prêter pour, disons, un événement extrême. Tu ne peux pas emprunter. Tu n'as pas de collatéral, tu es mort dans 2-3 ans, disons. Ouais. Tandis que quelqu'un de 20 ans, la chance que quelque chose de rare se produise est très, très basse. Et aussi la chance qu'il soit incapable de payer, donc qu'il n'est pas capable de trouver une manière de se financer, est aussi très, très basse. Donc, tu as deux probabilités faibles qui se multiplient entre elles. Donc, c'est c'est des événements très rares qui se produisent. Donc,
tu as une tolérance au risque. J'aime tellement le nom que Frank vient de mettre. Mais, puis non seulement ça, mais aux États-Unis, par exemple, si tu te fais tirer, par exemple, on va y aller dans l'extrême, là, si je me fais blesser puis je vais à l'urgence, mes soins d'urgence sont couverts. Généralement, ce qui ne va pas être couvert, il y a personne qui meurt dans les rues aux États-Unis. Non. Ben non, mais en fait, tu es placé par balle, tu rentres à l'hôpital, ils te demandent en rentrant si tu as une couverture d'assurance. Quand LBJ a fait le Great Society dans les années 60, une des mesures qui est là, c'est l'assurance, je ne sais pas comment l'appeler, mais pour les urgences. Donc, si, disons, quelqu'un me rentre dedans avec un char puis je suis amené à l'hôpital. C'est le outpatient, je pense. Oui, j'oublie tout le temps les termes qu'ils ont. C'est une dédale administrative à comprendre, mais si je suis blessé et que je dois aller aux urgences, les soins pour me stabiliser ne sont pas payés par mois. Donc, c'est l'hôpital qui doit les assumer. Ça fait partie de par la loi, c'est ça qu'elle dit. Donc, les mythes sur les États-Unis, est-ce que ça devrait être le cas? Je pense pas. Je pense que tu devrais. En fait, mon système que j'ai toujours trouvé, je ne suis pas un fan des idéaux, là, mais le système que j'ai toujours trouvé le fun, c'est que tout le monde reçoit par année, disons, un crédit de 15 000 qui va dans un Health Saving Account, puis tu l'as toutes les années, puis si tu as une condition préexistante, tu as ça, puis n'importe quoi au-dessus de ce que tu consommes ou en dessous de ce que tu consommes, tu utilises tes propres fonds ou tu peux le garder pour des années subséquentes, puis ça peut accumuler de l'intérêt. C'est comme, ça fait un peu dans une espèce de vision du revenu minimum garanti, mais tout le système de santé est privé. Tu as de la concurrence, tu as des pharmaceutiques qui font de la recherche comme ils veulent. Il faut se le dire, la plupart des systèmes d'assurance aux États-Unis, c'est tout du pay-as-you-go. Qu'est-ce que ça veut dire du pay-as-you-go? C'est que tu ne finances pas d'avance les programmes d'assurance. Je vais vous donner un exemple. La RRQ au Québec, c'est un programme qui n'est pas un pay-as-you-go. Il y a une caisse de retraite gérée par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc, vous cotisez toute votre vie, l'argent est accumulé, puis éventuellement, on sort l'argent de cette caisse-là. Fait que ça, c'est pas du pay-as-you-go. Ça, c'est financé d'avance. Mais la sécurité de la vieillesse, la pension fédérale, la petite pension que nos vieux aiment bien appeler, ça, c'est du pay-as-you-go. Présentement, on a toujours payé ça pay-as-you-go. Donc, il y a des sorties de fonds qui sont pris à même les revenus de taxes, puis il n'y a pas de caisse qui est là pour accumuler de l'argent. Mais aux États-Unis, le système d'assurance collective qui est en place pour le privé, c'est du pay-as-you-go. Il n'y a pas d'accumulation qui est faite pour les soins de santé futurs que vous allez avoir. Puis la principale raison pourquoi c'est comme ça, c'est qu'on a soviétiser aussi là-bas les soins de santé pour le 65 ans et plus. Parce que ça coûte un bras et une jambe. La journée que tu as 65 ans, les soins de santé, c'est hallucinant ce que ça coûte. Fait que c'est sûr qu'il aurait pu penser à un système pour pousser le système à être encore plus privé que ça. Il aurait pu débarquer complètement Medicare puis obliger les gens, par exemple, à financer d'avance leurs soins de santé de quand ils vont avoir 74-75 ans. Mais c'est pas du tout ça qui a été fait. Donc, si tu as 42 ans, ben, ta tarification dans un groupe collectif, c'est en fonction de quelqu'un de 42 ans. C'est pas en fonction de ce que tu vas coûter plus tard quand tu vas avoir fini de travailler pour ton employeur. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ben, le système de santé qui est le plus privé au monde, qui est celui des États-Unis probablement, ou un des plus privés au monde, a choisi d'avoir un régime public pour le 65 ans et plus. Ben, c'est parce que ça coûte extrêmement cher. Nous autres, la seule différence au Canada, c'est qu'on a pris le régime de Medicare aux États-Unis puis on l'a appliqué au bambin également. Là. C'est across the board au Canada, un système public. Mais c'est la principale différence. Il y a des choses qu'on peut faire avec la population active, puis la population active qui veut pas est la moins dispendieuse en termes de soins de santé. Oui, puis juste une chose aussi qui vaut la peine de noter. Si la santé, c'est. Parce qu'il n'y a aucun bien qui est éternellement un bien de luxe. Donc, il y a toujours un point auquel un bien devient un bien inférieur. Right? Ça n'existe pas des biens qui sont constamment en augmentation. Généralement, parce que ce qui se passe, c'est que si ça devient une grande partie du budget, il y a des incitations. Ça commence à demander beaucoup sur les ressources, puis il y a un intérêt à réduire les coûts davantage plutôt que d'augmenter juste la production en demandant plus de ressources. Puis ça vient qu'à long terme, généralement, ce que tu vas trouver, c'est qu'il va y avoir une sorte de... Ça devrait recommencer à baisser de telle sorte que ça redevient soit un bien normal comme la nourriture ou un bien inférieur. Right? Que ça diminue, au minimum, ça diminue en pourcentage de toutes tes dépenses. Bien, ça, c'est parce qu'il doit y avoir des incitations à contrôler les coûts ou même à les réduire. Puis les gens ont comme oublié que c'est ça l'avantage d'avoir du privé en santé, c'est que le privé en santé a beaucoup plus d'incitations à réduire les coûts. Puis il y a deux domaines en soins de santé où est-ce que tu regardes. Puis là, j'ai été sur le site de...
J'avais commencé à faire ça il y a 10 ans, puis je l'ai laissé à Mark Perry du American Enterprise Institute, puis j'y avais toujours partagé avec lui, puis c'est lui qui en avait parlé la première fois, puis il avait souligné que c'est moi qui avais envoyé les données, puis il a continué de faire la mise à jour de ça. Mais le American Cosmetic Association, qui fait en gros, qui est comme l'association de tous les médecins qui font des nip tuck, des trucs de soins comme des eyelid surgery ou des facelifts, ce que à peu près 80% des gens qui travaillent au Congrès et qui ont en haut de 65 ans ont l'air d'avoir eu. Font-tu des boobs? En fait, dans la liste, écoute, j'ai la liste devant moi. Botox injection, liposuction, laser hair removal, breast augmentation, breast reduction, male breast reduction, female breast reduction. Oh, des men boobs reduction! Oui, tummy tuck. Je m'en vais là tranquillement. Tummy tuck, qui est abdominoplastie. Laser skin resurfacing, breast lift, eyelid surgery. Non, dis ce que tu avais pensé dire, Frank. Ah ouais. Non. Je parlerai pas de ça ici. Fait que ça, avec ce que tu viens de dire, là, il y a nose surgery. Tant qu'à y aller dans le personnel. Non, c'est pour le ministre de la Santé, ça. OK, anyways. Chemical peel. Anyways. Tout ça, tu regardes les prix de ces transactions-là entre 1998 et 2020, sans même faire d'ajustement pour l'inflation, sur à peu près une vingtaine de procédures qui sont répertoriées. Il y en a 5 que le prix nominal, donc le prix pas ajusté pour l'inflation, a baissé. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un exemple frappant, par exemple? Qu'est-ce qui est devenu plus abordable de faire? Laser skin resurfacing. Okay. Laser hair removal. Laser hair removal, en 1998, tu devais payer 452 $. Aujourd'hui, c'est 166 Botox injection, c'est juste 4% de moins, donc pas tant que ça. Mais quand tu ajustes pour l'inflation, là, tu prends toutes les procédures qui sont là, puis même si tu prends juste la moyenne arithmétique de tout ça, là, que tu ne pondères pas en fonction du nombre de procédures qui sont faites, le prix de toutes ces affaires-là a augmenté en moyenne de 28%. Mais tu regardes tous les autres prix dans l'économie, donc tu as tout en pratique, tu ajustes pour l'inflation, tous les autres prix ont augmenté de 59%. Puis si tu sais un peu de mathématiques, ce qui est plus que 10 des députés de Québec solidaire, parce que t'inquiète, on fait ça dans le tas, tu fais 59 moins 28, puis tu te retrouves avec la proportion. 59 moins 28, c'est live on the spot. J'ai tout le temps ça, parce que j'ai tout le temps des erreurs de calcul mental. C'est à peu près 30% de réduction, 31, j'allais dire c'est ça, 31% de réduction du prix réel de ces opérations-là. C'est quand même assez important comme réduction sur 22 ans. Là, j'avais dit les chiffres, c'est 98 la première année, right? 22 ans. 22 ans, ça revient, tu annualises ça, c'est quoi? C'est à peu près un peu moins de 1% par année en baisse de prix. Non, un peu plus que 1% de baisse de prix. Quand on était TQ, Vincent, on va se dire les vraies affaires. Là. On avait 17, 18 ans, on regardait des filles qui étaient cute, puis on se demandait c'est des vrais, tu penses, ou c'est pas des vrais? T'sais, on avait un questionnement. Puis là, il me semble, je sais pas, là, c'est peut-être parce que les gens avec lesquels on se tient ont plus notre âge, puis là, maintenant, ils ont plus d'argent, ou je sais pas, mais on a comme l'impression qu'on se pose plus vraiment la question à cette heure. Je veux dire, c'est rare que tu vas trouver quelqu'un que c'est vrai, là. Et c'est tellement rendu répandu. C'est très répandu maintenant. C'est sûr que c'est plus un événement comme ça a déjà été. C'était un événement. Hey, oui, c'était un événement. Des faux seins. Non, écoute, moi, je me rappelle de ça, mettons, des gens, là, je n'identifierai pas personne. C'était rare. Mais je me rappelle, moi, des trucs, des gens que je connais, mettons, puis une fille qui se les fait faire, et puis elle arrive, puis là, tout le monde est autour d'elle, puis ils sont comme « Ah, ouais, puis est-ce que ça faisait mal? Puis c'est-tu indiscret de te demander combien ça coûtait? Puis telle affaire? » Puis, tu sais, c'était un événement, là, quelqu'un qui se faisait faire de la... même, peu importe, la chirurgie plastique, mettons, je sais pas, t'avais une tante qui s'était fait faire un lifting, tout le monde le savait, là. Je veux dire, mais aujourd'hui, on pense plus vraiment à ça. Ben écoute, il y a quelque chose d'autre que j'ajouterais par contre, parce que pour les breast augmentation, là, parce que le point que tu fais, c'est que là, fais ton graphique d'offre et de demande dans ta tête. Ouais. Tu as deux courbes, la demande puis l'offre. Puis là, ce qu'on sait, c'est que. Là, t'es-tu en train de dire que quand tu regardes quelqu'un avec des faux seins, tu fais des coupes d'offre et de demande dans ta tête? C'est sûr que oui.
Les économistes, c'est du monde Ouais, bizarre. Premièrement, étant économiste, la joke que je fais tout le temps à propos du sexe, c'est que c'est la seule chose que je sais que la demande est très inélastique. Donc, la courbe de demande est une ligne verticale, très probablement. La courbe d'offre est probablement plus élastique. Okay? Donc, mettons ça au clair. Et il y a plusieurs sous-entendus dans cette joke. OK? Donc, soyons très, très clairs. Il y a beaucoup de choses qui sont très inélastiques pour le sexe et plusieurs choses qui sont très élastiques. Ceci dit, tu regardes... Des choses élastiques dans le sexe, t'as une drôle de vie sexuelle, mon ami. Ben... Crois-moi, il y a des gens qui sont très élastiques et qui sont... Okay. Donc, ceci dit, tu regardes, normalement, ce que tu devrais voir, c'est que si... des condoms, ça fait des grosses ballons. si le prix de quelque chose a augmenté et que la quantité a augmenté, ça veut dire qu'il y a une seule chose qui peut s'être passée, c'est que la courbe de demande s'est déplacée. Ouais. Par contre, si ce que tu vois, c'est que la courbe de demande s'est déplacée et que la courbe d'offre aussi s'est déplacée, là, tu pourras avoir un effet ambigu. Et ici, ce qu'on voit pour breast augmentation, c'est que le prix a augmenté, oui, mais il a augmenté moins que tous les autres prix. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a une augmentation de la demande, puis tu regardes le nombre de procédures, parce que le gars, dans son tableau, il montre ça. Le nombre de procédures a à peu près doublé depuis 1998, mais les prix n'ont pas doublé. Ça, ce que ça veut dire fondamentalement, c'est que le déplacement de la courbe d'offre, donc le coût de faire une telle procédure a diminué. Et ça, c'est assez colossal. Ça veut dire que ton rêve dans la vie, c'était d'avoir une Mercedes et une augmentation mammaire. Puis maintenant, c'est que tu as l'augmentation mammaire avant la Mercedes. Quelque chose comme ça, oui. OK. C'est pas pire, hein? Mais c'est assez impressionnant de voir. Puis regarde juste la dynamique que ça veut dire sur le marché. Si tu avais juste eu un déplacement de la courbe de demande, de l'offre, excuse-moi, tu aurais eu une réduction plus importante des prix. Donc ici, ce qu'on ne voit pas, parce que c'est difficile avec le tableau qu'on a de faire l'isolation, mais ça te dit un peu, ça te suggère à quel point les mécanismes de marché, parce que ce qui distingue les soins cosmétiques des autres soins, c'est le fait que c'est un marché parfaitement compétitif, d'une part. Donc, n'importe quel médecin peut... En fait, pas n'importe quel médecin. Il n'y a presque pas d'assurance là-dedans. Il n'y a presque pas d'intervention gouvernementale. Il n'y a pas de contrôle des prix. C'est ça que j'allais dire. S'il y avait le gouvernement là-dedans, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui nous écoutent. Là. Mais j'espère que vous êtes au courant que votre augmentation mammaire, vous ne l'auriez jamais eue. Ben, premièrement, pour ceux qui ont des man boobs, ça fait partie des opérations qui sont documentées ici. Donc, pour ceux qui sont dans le sujet, les man boobs sont... il y a des hommes qui peuvent bénéficier. Et il y a plusieurs des opérations là-dedans qui sont très clairement aussi utilisées par les hommes parce que, si je ne me trompe pas, j'avais vu, je cherche maintenant, ça s'appliquerait pour moi, mais le don de cheveux. Don de cheveux. Le don de cheveux. Ben, c'est comme les jumeaux français qui sont décédés. Eux autres n'ont jamais eu... Ils n'ont jamais eu de chirurgie esthétique, ces gars-là. Voyons donc. C'est quoi? Ils inventent donc bien. T'as-tu vu des photos quand ils étaient jeunes versus dans les derniers temps, c'était rendu qu'ils ressemblaient aux sentinelles de l'air. Ça n'a aucun sens. T'es rendu en plastique, les deux gars. Mais ça, c'est un peu un exemple d'à un moment donné, tu peux avoir quelqu'un dans ton entourage qui te dit que c'est assez. Là, un conseil d'amis comme ça. Là. J'ai déjà joué au hockey avec un gars qui faisait une coupe de chirurgie de même, puis il était drôle. Je n'aimerais pas son nom, évidemment. Puis il comptait une affaire là, de quelqu'un qui avait demandé, puis il a fait promettre à la personne, quand il a eu fini avec, t'as pas le droit de dire à personne que c'est moi qui ai fait ça. Il dit ça avait pas de bon sens. Il dit ça avait pas de bon sens. Je voulais pas qu'elle dise à personne que j'avais fait ça. C'était exagéré, mais elle voulait. C'est ça qu'elle voulait. Augmenter beaucoup le volume des lèvres. Elle tripait là-dessus. Il y a beaucoup de pratiques douteuses là, dans les soins de santé cosmétiques. Là. Mais bon, regarde, ça reste au choix de tout un chacun. Moi, il y a des trucs que je ne songerais pas à faire jamais. Là. Mais bon, il y a un gars qui s'est fait tatouer le go au Québec sur son bras. Là, je veux dire, rendu là. Faites ce que vous voulez avec votre corps. Là. Ça, je le crois pas. Ça, je suis sûr que c'est une photo montage. Parce que j'avais vu un truc comme ça il y a 10-15 ans
Puis c'était Mario Dumont à la place qui avait été tatoué. Je crois pas qu'il y a personne qui s'est fait tatouer pour vrai Mario Dumont dessus, comme il y a personne que je crois qui s'est vraiment fait tatouer François Legault. Je suis convaincu que celle-là, je l'ai vue, la photo dont tu parles, j'y crois pas du tout. Il y a personne. J'ai vu du monde con dans ma vie, mais je pense pas que on peut descendre. Je pense que tu vas être déçu, Vincent. Je pense que tu vas être déçu, mais c'est très vrai, cette histoire-là. Écoute, si tu me trouves une source qui confirme ça, je ne m'ostinerai pas, je vais concéder. Mais paint me as skeptical. Mais une fois que ça s'est dit, pour revenir à la question des soins de santé, soins cosmétiques, c'est un des domaines dans lequel il y a énormément de concurrence puis les prix baissent. L'autre domaine dans lequel il y a une shit tonne de concurrence puis qu'il y a très peu d'intervention gouvernementale, les soins correctifs de la vue. Celui-là, les soins correctifs de la vue, c'est vrai que c'est accessible à cette heure. Le prix, sans même ajuster pour la qualité, a baissé de moitié pour l'inflation depuis 1990. Tu ajustes pour la qualité, parce qu'avant, tu avais plusieurs complications. Il fallait avoir confiance. C'est pas qu'il fallait que tu aies confiance, c'est qu'il y avait des gens, par exemple, qui rapportaient que quand tu regardais des lumières la nuit, toutes les lumières avaient des halos autour. Donc, tu avais l'air de voir des espèces de blocs de lumière qui... Quand tu avais des lumières très concentrées, ça faisait, tu voyais juste presque des rectangles. C'est ça que j'ai compris que les gens se plaignaient. Ouais, ma soeur, moi, s'est fait personnellement scraper les yeux par ça. Okay. Parce que dans le fond, de ce que je ne suis pas un expert, là, elle pourrait l'expliquer mieux que moi. Là. Mais l'œil doit avoir une forme bien précise, puis aussi, mettons, la grosseur de la pupille, etc. Puis si tu vas vers un spécialiste qui décide de y aller, même si c'est limite, il y a des risques quand même assez importants qu'après, tu aies ce genre de problème-là. Justement, le soir, tu vois des halos de lumière, des douleurs oculaires. Puis tu as même du monde, là, des médecins spécialistes qui maintenant se sont développés justement des spécialités là-dedans, dans la régénérescence de l'œil suite à des interventions comme ça. Là, c'est vraiment complexe. Moi, ce que j'ai compris qu'ils font quand ils font une chirurgie corrective de la vue, c'est qu'ils vont mettre un anesthésie, une sorte de truc qui fait comme... du numbing, du numbing sur la surface de l'œil. Ils vont faire une petite incision, puis ils vont créer un flap. Après ça, en utilisant le laser, ils vont faire une sculpture sur la partie qui était en dessous du flap. Ça va, au lieu de le rendre rond, tu vas le rendre plat. Tu vas refermer le flap, puis après ça, tu le laisses soigner pour que ça redevienne. Mais là, ce qui se passe, c'est que ta cornée, la courbature de ta cornée va devenir plus plate. Et là, tu vas avoir la correction. C'est comme ça que la correction se fait. Mais tu vois, pense à la grosseur d'un œil. Donc, la précision que ça prend. Là. La précision que ça prend, la précision de l'outil, la précision des mains du physicien qui fait ça, le volume qu'il a, c'est quand même assez impressionnant pour... Puis aussi, ce qui enlève, c'est pas beaucoup, là, c'est un truc, c'est un rond, un petit... Là, j'ai magnifié en faisant ça comme ça, c'est gros de même. Il faut que tu coupes juste une petite partie pour rendre la surface plus plate. C'est quand même assez impressionnant qu'une procédure qui est quand même aussi complexe et précise, le prix a réussi à baisser de moitié, la qualité a augmenté. Quand tu fais des ajustements pour la qualité, il y en a qui ont essayé de le faire. La baisse de prix réelle est encore plus grande que 50% de baisse. C'est assez impressionnant de voir à quel point le système de santé, les quelques endroits dans lesquels tu as du privé, tu es capable de produire des réductions considérables des coûts de traitement pour les patients, puis pas faire des baisses de revenus pour les médecins. Les médecins, ce n'est pas des gens pauvres. Les gens qui font du LASIK, ce pas des médecins pauvres, ce pas des ophtalmologistes. Non, c'est ça. En fait, j'ai envie de regarder ophtalmologiste. C'est d'un top. C'est exactement ça. Revenu ophtalmologiste. Je pense que le top, c'est radiologiste, puis pas loin. Les ophtalmos sont vraiment pas si loin que ça. Là. Okay. Bon, là, je ne sais pas si c'est pour le Québec, mais ici pour... En fait, non, là, je regarde par la France. Pour la France, ophtalmologistes sont 3e. C'est ça, exact. Ophtalmologue 3e, derrière les... Hey, shit, ils sont quand même assez impressionnants. Ils sont à 169 000 €. Ils sont derrière les anesthésistes, ce qu'on peut s'attendre, et les radiologues, et c'est ça, c'est tout. Ça, c'est en France. Je ne sais pas pour le Québec, mais tu sais, ça devrait te donner une idée de... En fait, regarde, je lis pour le Québec. Québec, 650 000. 650 000 pour les mieux rémunérés, les médecins spécialistes les mieux rémunérés. Plus c'est le Journal de Québec.
Ophtalmologiste, 652 000. Radiologiste, 635 000. Chirurgien cardiaque, 606 000. Cardiologue, 560 000. Fait au Québec, les ophtalmologistes sont les mieux payés. Fait que, tu sais, je suis pas prêt à croire que le privé n'est pas capable de livrer des réductions de prix. C'est ça aussi qui est surprenant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de médecins et d'intervenants du système de santé qui résistent énormément à un changement dans ce système-là, alors que, je veux dire, tu le démontres un peu avec les ophtalmos, là, je veux dire, il serait probablement gagnant d'aller vers un régime qui a plus de privé à l'intérieur. La compétition aux États-Unis pour les bons médecins est très forte entre les hôpitaux, là. Hey, je veux dire, on se rappelle tous que il y a un docteur, là, mec quelque chose dans Grey's Anatomy qui négociait son salaire avec le boss de l'hôpital. Ouais. Je veux dire, c'est quelque chose que... Hey, ça fait quoi, 17 ans, là? Je m'excuse, mais ça, c'est la même qualité de source que ce que Catherine Dorion cite à l'Assemblée nationale quand elle fait des citations. Calme-toi. Non, il y a des choses que j'accepte pas. Mais des séries télé, là. As-tu pensé à un médecin? Il y a juste des députés qui peuvent faire des niaiseries de même. As-tu pensé à un médecin au Québec qui négocie avec un hôpital compétiteur son salaire pour déménager? Non. Zéro. Ça n'arrive pas ici, là? Zéro. Je peux même pas imaginer. Je peux même pas imaginer qu'un médecin au Québec conçoive cette relation-là. Écoute, même moi qui est quand même assez habitué à des mécanismes de marché en général, je t'ai déjà conté l'histoire de ce qui s'est passé quand j'ai payé mes premiers impôts au Texas. Tu l'as compté dans le dernier podcast. Que j'y croyais pas. Ben, il y a des affaires qu'encore ici, là, même si je le sais, parce que c'est sur ça que je travaille, que je le sais, que dans mon vécu au quotidien, je ne suis pas capable de modéliser la possibilité d'un mécanisme de marché. Donc, j'ai adapté certains comportements sous-conscients que j'ai en fonction du fait que j'étais dans une économie plus réglementée. Donc, par exemple, l'idée de... quand je vais à la clinique, par exemple, je vais donner ça, j'ai mon garçon, c'est un exemple encore mieux. Mon garçon a ce qu'on appelle un hydrocèle, qui est en fait, c'est de l'eau autour de la testicule. C'est pas du tout problématique, mais ça nécessite un suivi. Fait que là, toi, tu arrives à la clinique avec des jouets pour l'occuper pendant 8 heures de temps. Non, mais ben, ça, ce que je fais généralement, j'amène l'iPad puis quelques jouets. Mais l'idée, c'est que j'étais tellement habitué au groupe de médecine de famille au Québec que quand j'ai eu besoin d'une clinique pour un service rapide, parce que j'allais à l'autre clinique à cause que c'est là que le suivi de l'hydrocèle était fait, je n'étais pas capable de concevoir qu'il y avait une autre clinique que je pouvais consulter. Tu as appelé pour prendre un rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous. De un, j'ai effectivement fait ça. J'ai même pas réalisé, tu viens de me le faire réaliser. J'ai effectivement fait ça. J'ai pris un rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous. Ça, c'est quand même... ça, dans nos grandes réussites, ça en est quand même une. Mais tu vois, j'ai internalisé le concept d'une liste d'attente. Ouais. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est quand je suis allé là-bas, puis j'ai pas compris quand le médecin m'a dit ben, est-ce que vous voulez qu'on fasse le suivi ici pour l'hydrocèle? Parce que c'était pour un autre truc que je venais visiter, puis il me demande pour l'hydrocèle de votre garçon, est-ce que vous voulez qu'on fasse le suivi ici? Je là, oui, mais je suis déjà avec l'autre clinique. Ouais, mais vous pouvez déplacer vos dossiers ici, monsieur, si vous voulez. Nous autres, on est une clinique pédiatrique, exclusivement pédiatrique. Là, j'étais là. Hey, c'est vrai, j'ai le droit de changer de fournisseur. mais j'étais là, puis j'étais comme. J'avais vraiment réalisé, je ne suis pas encore habitué d'avoir du service, tu sais, dans le fond. D'avoir un choix plus précisément. Ouais. Je suis sûr que si on demandait aux médecins québécois, est-ce que vous vous imaginez négocier avec votre établissement, le concept ne leur viendrait pas en tête. Par contre, si tu leur offrais l'option, puis qu'il y en avait quelques-uns qui se mettaient à le pratiquer, je te jure que très rapidement, ça deviendrait... Ils comprendraient rien. Oui. C'est parce que des fois, il y a des trucs, il faut que tu fasses d'économie de l'information dans ta tête. Il faut que tu économises sur traiter 50 000 affaires au quotidien. S'il y a quelque chose qui n'est pas une option, tu n'essayes pas d'imaginer une option qui n'existe pas. Ah non, on s'entend. Demain matin, là, instaure un niveau de compétition. Puis, tu n'as pas besoin de faire payer les gens pour avoir des services de santé. Quand on dit amener un niveau de compétition, tu peux très bien avoir ton assureur public universel gratuit,
mais que l'offre de service est faite par de l'entreprise privée, gérée de manière privée, qui est en compétition pour des revenus. Donc, qui veut... Tu sais, dans le fond, quand tu es un directeur d'un hôpital privé fictif québécois, ton objectif à la fin de l'année, c'est, tu sais quoi? C'est d'avoir plus de revenus. Comment tu fais pour avoir plus de revenus? Tu veux servir plus de monde. Ben, Est-ce qu'il y a un concept de délestage dans ce que je viens de dire? Là? On ne fait pas de délestage dans une situation comme ça. Là. Non. Ben, ouais, dans cette situation-là, est-ce qu'il faut que les gens arrêtent de vivre pour protéger l'hôpital? C'est une autre question qu'on peut se poser. Je ne suis pas sûr que l'affaire qui me gosse avec ces systèmes-là de mélanger public et privé ensemble, c'est que des fois, tu peux avoir des affaires où tu as du cronyisme qui émerge, puis il peut y avoir des situations ambiguës si les résultats pourraient ne pas être améliorés. Ah, écoute, si le gouvernement du Québec dit je vends mes hôpitaux, puis il y a 3 personnes qui ont le droit de côté dessus, puis by the way, ils sont tous chums avec Fitzgibbon. Voilà. Ça peut arriver. C'est un très bon résumé d'une... Ouais, c'est clair que c'est ça qui arriverait. J'allais dire un scénario hypothétique, mais on va dire un scénario fortement plausible. Un scénario hypothétique fortement plausible. Mais l'idée derrière ces trucs-là, c'est qu'il y a vraiment des gens, puis j'avais eu ce débat-là avec Alain Vadeboncoeur, qui est peut-être un des gens de gauche que je trouve les plus respectables au Québec, parce que il est super émotif sur ce qu'il défend, mais dans un débat avec toi à TV, il faut faire attention au reflet avec le front et tout. Ouais, écoute, on laissera ça pour la partie Patreon. J'ai des anecdotes à compter. Là. On laissera ça pour le Patreon. Anyways, laissons ça pour le Patreon. Mais j'avais eu un débat avec lui. Je pense que c'était avec lui, mais là, ma mémoire commence à me faire faillite sur ces affaires-là, juste parce que le nombre de débats que j'ai eu à avoir dans ma vie était vraiment déplaisant. C'était des débats à la radio. Et je me souviens que j'avais dit la phrase « On peut séparer le financement de la provision. Il n'y a aucune raison que le financement doit être exclusivement public et que la provision doit être exclusivement publique. Si ce qu'on veut, et on va présumer que je vais prendre exactement ce que vous voulez avec aucune nuance, que tout le monde doit avoir un service égal de base. Donc, que tu ne devrais pas, par vertu de ton revenu, être privé de soins immédiats, de soins de longue durée. Mais que tu ne devrais pas empêcher les gens de dépenser davantage s'ils veulent. Ou qu'il devrait avoir des médecins qui sont employés par l'État. Et quand j'avais dit ça, le gars, il dit « Oui, mais dans ce cas-là, ils vont travailler pour le profit. » Je suis là « Oui, mais même... » Puis j'avais eu la réponse que même dans le secteur public, tu travailles pour le profit. C'est juste que tu as caché les mécanismes de prix différemment. C'est-à-dire que si je suis une bureaucratie, je réponds aussi aux incitations. Un bureaucrate répond aux incitations de la même manière que toi puis moi, on le fait. C'est juste que l'incitation qui est présentée est complètement différente. Le profit, dans ce cas-ci, n'est plus un profit monétaire purement, mais ça peut être un profit de prestige. Donc, on voit par exemple que, ça c'est un modèle super documenté, c'est la compétition bureaucratique. Les différentes agences se font compétition pour des budgets sur la base du prestige. Puis quand les économistes ont commencé à partir des années 70, tu avais plein de politologues qui disaient « ça fait pas de sens ». Puis là, après ça, tu as commencé à sticker des études empiriques. Puis là, ça a commencé à montrer que la pile d'études empiriques disait « écoute, c'est un modèle prédictif, même si la version initiale était assez crude puis primitive, elle fonctionne assez bien. Fait OK, ton point, c'est que tu as tort. Fait OK, mais système de santé, tu peux très bien diviser la provision du financement. Puis c'est pour ça que quand je disais, je serais très fan de dire chaque année, tout le monde a un crédit de X montant de dollars qui va dans un compte en banque que tu peux utiliser pour des soins de santé. Puis à chaque année, on rajoute 15 000. Puis sur ce que tu n'as pas utilisé, il y a de l'intérêt qui s'accumule, de telle sorte que c'est comme ton voucher de soins de santé. Puis si tu es né avec une condition particulière, disons que tu as un trouble sérieux de l'autisme qui nécessite, disons, des soins additionnels, tu as une bonification de cette somme-là, de telle sorte à ce que tout le monde a un soin, est assuré une garantie égale. Mais après ça, au-delà de ça, tu peux choisir si tu l'utilises. Donc, tu sais de ne pas l'utiliser, disons, tu sais de payer de ta poche pour une visite en clinique où c'est 30-40 $. Tu peux faire ça. Donc là, tu aurais des mécanismes comme ça que les gens auraient le choix. Puis avec les choix, tu vois des trucs émerger. Donc, c'est aux États-Unis qu'on voit la télémédecine apparaître le plus. Télémédecine, ça a l'air con, mais ma clinique, encore une fois, il y a des trucs que ça me prend de la difficulté à être habitué à ça. Ma télémédecine, ici, elle me dit que mes frais de visite, si je vais en télémédecine, sont la moitié.
de ce que j'ai. C'est logique, tu n'utilises pas de pied carré. J'utilise pas de pied carré, ça réduit leurs frais de clinique, ils sont gagnants sur ça. Walmart, en fait, il y a quelques années, puis le FDA avait... Non, on ne parlera pas de Walmart ici. Là. Walmart voulait ouvrir des cliniques avec consultation et par voie réglementaire... Le déclin de l'Empire américain. Ah, écoute, c'est des cliniques dans des Walmart. Qu'est-ce qui va se passer si Walmart offre des vaccins? Ils vont faire des profits. Inacceptable. Puis qu'est-ce qui arrive s'ils laissent des infirmières faire des gestes réservés aux médecins? Ouf. Les infirmières ont fait un pacte avec la diable. Il y a juste les médecins qui peuvent mettre des intraveineuses. Ça devrait être réservé aux médecins. Les infirmières, là, ils doivent juste être là pour faire ce que le médecin dit puis se faire taper les fesses par le médecin. C'est ça. On ne peut plus mettre ça sur YouTube. Fini. Non, c'est correct, vu que c'était à la fin du podcast, on a le droit. Man, t'es pas dans Grey's Anatomy, là. Tu peux pas dire des affaires de même. De quoi tu parles? Écoute, premièrement, en nous autres, on comprenait que c'était du sarcasme, là. Je travaille pas pour un député, là, fait que je vais pas faire un editing de la clip pour prétendre que je crois vraiment à la joke que je viens de faire, là. C'était comme clair. L'époque de l'hypersensitivité, où est-ce que il y a quelque chose qui me fait de la peine, puis encore des. Exactement. Moi, je suis tellement tanné de ça. T'as pas de non, mais les gens n'ont pas de droit à ne pas être offusqués. J'ai hâte qu'ils le comprennent. Genre, t'es offusqué, I don't care. Moi, j'avais aimé Jordan Peterson. Je ne suis pas un énorme fan de Peterson, mais je ne suis pas un pas fan. Je ne sais pas comment mieux le dire que ça, là, mais pas un pas fan de Peterson. J'ai comme une sorte d'ambivalence. Ça veut dire que de temps en temps, tu aimes vraiment ce qu'il dit, mais que parce que tu es un petit gars qui a le doigt en l'air et qui veut se tracer une ligne dans le sable pour montrer que tu es plus hot que tout le monde, tu dis moi, le peuple aime un peu trop Peterson. Fait que moi, c'est sûr que je le l'aime pas tout à fait. Non, c'est qu'il y a des fois qu'il y a il s'estime après, tu sais. C'est qu'il y a vraiment tort sur certains trucs. Des fois, quand il parle de trucs en économie, il pousse... Puis toi, t'as jamais tort sur rien. Hein? Un char, on a sur ça des deux barres, puis... c'est jamais arrivé, ça. Mais c'est le fun, on a des running gangs, c'est parfait. Mais c'est parce que des fois, il fait des erreurs, puis je le sais qu'il a été informé de l'erreur qu'il a faite, puis il persiste. Il retape dessus. Puis je suis comme, ben là, on te l'a dit, puis c'est pas une erreur qui enlève quoi que ce soit à ton point. Là. C'est comme une erreur qui est. En fait, qui le renforce si tu la corriges. Là. Mais je pense que c'est le défaut d'être dans les médias. Hein. L'ego vient quand même démesuré. Puis de piler sa peinture, il y a toujours quelqu'un qui est là pour te le faire payer. Faut vraiment, pour être capable d'avouer une erreur, pour être capable d'avoir l'humilité de dire j'ai erré, puis on va dans l'autre direction par après, ça prend, je viens de dire, ça prend quand même beaucoup d'humilité, puis il faut être prêt à piler sa peinture, puis il faut être prêt à ignorer une tonne de commentaires de merde. Puis tu sais, je pense que quelqu'un comme non, mais tu sais, quelqu'un comme Peterson, là, il doit en recevoir un puis un autre des messages de gens qui veulent y expliquer comment il n'a pas compris le truc dont il a parlé hier. J'imagine qu'avec j'aime pas ça utiliser ce mot-là, mais avec le fame avec lequel il est rendu, la reconnaissance avec laquelle il est rendu. Il y a du monde qui veut freerider là-dessus. Là. Ouais, il y a du monde qui veut le freerider là-dessus. Puis moi, je pense qu'il fait juste tout ignorer parce qu'il n'a pas le temps de gérer ça puis ça ne l'intéresse pas. Puis peut-être que là-dedans, il y a un message sur 1000 ou sur 10 000 qui est un bon conseil que peut-être il pourrait prendre en considération, mais il s'en fout. Un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon/iSénéchal, c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à Ciel FM, à CFX, que ce soit la Pilule Rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous. Venez vous voir sur patreon.com, ça nous aide énormément à être stimulés à vous produire plus de contenu. Merci de votre support, bonne journée.